Bonjour Lucie. Bonjour, ça va? Ça va? Bonjour Nicolas. Vous allez bien? Mots Parleurs, un podcast de lecture à voix haute, réalisé par des adolescents et adultes à l'hôpital partout en France. Pour cette première saison, Mots Parleurs redonne voix à des œuvres de littérature en lien avec la thématique de la peur, objet inspirant des Nuits de la lecture 2023. Ce podcast est une création originale du Centre national du livre, en partenariat avec l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Vous avez passé une bonne matinée? Ouais. Ouais? Donc là c'est un peu le grand jour là pour nous. Ouais. Spectacle. Dans cet épisode, vous entendrez la voix de Lucie, Saona, Nicolas, Émilie, Fantine, qui liront des extraits du livre, Plein gris, écrit par Marion Brunet. paru aux éditions Pocket Jeunesse. Je vous ai imprimé des feuilles si vous voulez. Ouais. Ça va être plus simple peut-être pour vous. Ça va? Ouais. Trop bien. Bah moi je propose alors à ce moment-là qu'on attaque directement. Ouais. Chapitre 1. Quand le corps apparaît à la surface, inerte, contre la coque du voilier, personne ne crie. Aucun d'entre nous. Comme si ça n'arrivait pas jusqu'à nos consciences. Comme si, en ne réagissant pas, on pouvait annuler la réalité du fait. C'est un cadavre qui remonte. Le cadavre de notre ami, pour être précise. On ne peut pas se tromper. Son caban bleu nuit flotte autour de lui comme un rappel du vivant qu'il était plus tôt. L'eau clapote, calme, de chaque côté du voilier, impulsant un petit mouvement contradictoire qui rend le pont mobile. Face au vent, le voilier n'avance plus. Si on tournait les yeux vers l'horizon, on verrait simplement un ciel pâle, troué par un soleil mou, qui donne quelque brillance à l'océan. Mais on ne peut pas. On reste accroché à ce corps qui flotte, ce corps qu'on connaît bien, que je connais encore mieux que les autres. C'est Élise qui de tous réagit en premier. Il faut le sortir de l'eau. Alors, comme si sa voix avait réenclenché un mécanisme coincé, on bouge à nouveau. Sam lance le moteur pour coller l'arrière du bateau au plus près du corps. Victor et Alice ne me regardent pas. Je ne les regarde pas non plus. Je les sens, devine leurs mouvements, les identifie en taches de couleur, à leurs voix qui se croisent à présent. « Va pas si vite, ralentis le moteur. Tu le tiens? Aide-moi, il est trop lourd. » Clarence, je répète son prénom comme une conne. Clarence, pas trop fort, juste pour entendre le son de ma propre voix. Comme si je le sermonnais d'être allé nager si loin. Comme s'il était vraiment parti nager trop loin, avec son caban sur le dos, toutes ses fringues et ses pompes en prime. Étrangement, la première chose que fait Victor, c'est se précipiter dans le carré. Peut-être pour y trouver de quoi soigner Clarence, en dépit de toute logique. Il y a des gens qui ont besoin de ça, je sais pas, remuer, chercher une solution aux situations qui n'en ont pas. On le laisse faire. On ne bouge pas, il bouge pour nous tous. Il fait le tour du voilier, on l'entend fouiller à l'intérieur, jusque dans les tiroirs sous les banquettes. On devine les meubles malmenés, la rage de Victor à trouver la trousse à pharmacie. Il finit par remonter sur le pont, la trousse à la main, le visage défait par la conscience d'un triomphe absurde. On dirait qu'il s'excuse, avec sa pommette écorchée et ses doigts qui malaxent la trousse, sa bouche tordue. Il a l'air un peu con. Ce serait drôle dans une autre situation. La première fois que j'ai rencontré Victor, c'était dans le hall du cinéma. On allait entrer en terminale. C'est Clarence qui nous l'a présenté. J'ai pensé que ce mec était plutôt beau, légèrement décalé, mais pas ridicule. Clarence était tout excité, comme toujours, mais encore plus, avec cette étincelle de la trouvaille dans le regard. « Je vous présente Victor, il est cool !» Par ces mots, il intronisait le nouveau venu de façon pleine et entière. Victor n'avait pas l'air de mesurer le privilège que ça représentait. Être accepté par Clarence, intégré à notre petit groupe si fermé, uni dans un même mouvement de rejet envers le reste du monde. Comme si ça ne suffisait pas, il a ajouté « C'est mon nouveau frangin !» avec une tape sur le crâne un peu humiliante. Le nouveau a relevé la tête, interdit, ne sachant trop comment réagir. Clarence a laissé passer quelques secondes, sourire aux lèvres, regard planté dans celui de l'autre,
laissant le malaise s'installer, à peine. Puis, d'un geste théâtral et clanique, il a attrapé Victor par l'épaule et lui a donné une grande accolade. Victor s'est détendu, mais pas complètement. « Ton père a une nouvelle meuf ?» a demandé Sam, comme si Victor n'était pas là. « Ouais, on dirait bien. » Clarence regardait maintenant Victor avec toute la gentillesse du monde. Après, je crois qu'on a parlé du film qu'on allait voir, mais je ne sais plus ce que c'était. Ça m'agace de ne pas me le rappeler. Mais je me souviens que Victor semblait à l'aise. Il n'en faisait pas trop, nous observait beaucoup, riait aux vannes de Sam. « Tu vas venir dans notre lycée, alors ?» a demandé Élise à un moment. Et ça avait l'air de faire plaisir à tout le monde que ce soit le cas. Aucun d'entre nous n'aurait pu prévoir, ce soir-là, ce qui vient de se passer. Une bruine s'abat doucement sur l'eau, sur nous. Le bruit des gouttes contre le mât semble démultiplié. La voile faceille sous une brise qui forcit. « On fait quoi ?» lance Élise dans un filet de vent angoissé. Je ne réponds pas, figé jusqu'au bout des phalanges. Les autres sont dans le même état. Il faut qu'on sorte de l'immobilité. On dirait qu'on attend un signal, que l'un d'entre nous prenne une décision. Le problème, c'est que les décisions, d'habitude, c'est toujours Clarence qui les prend. Chapitre 2. Barreuse ou équipière ? M'a demandé Clarence la première fois qu'on s'est rencontrés. C'était il y a une vie au moins. On avait 11 ans, la semaine qui a précédé la rentrée en 6e. C'est l'année où mes parents ont divorcé, alors je ne peux pas oublier. Le moniteur est passé près de nous. Il a vérifié les drisses en tirant légèrement dessus, puis m'a lancé un regard approbateur. « Tu navigues avec Clarence aujourd'hui, Emma ?» J'ai souri et bougé le menton pour dire oui, pas très bavarde déjà à l'époque. Après, je me souviens qu'on a pris la mer sans hésitation. Très vite, je jouais, par un coup de gouvernail, à le déstabiliser pour voir. Il avait un sourire carnassier, le visage baigné d'eau salée quand le bateau s'élevait sur une vague pour retomber, une giclée d'embrun l'arrosait largement. Il grimaçait pour me faire rire lorsque je déstabilisais le bateau, repliait ses genoux et, accroché dans le haut banc, me montrait qu'il ne risquait pas de tomber quoi que je fasse. J'éclatais de rire à chaque fois. On s'était trouvés et, depuis ce jour-là, Clarence et moi avons toujours fait équipe à bord du 420. De l'arrière du bateau où je bordais la voile au maximum pour remonter au vent, je voyais mon copain Sam un peu plus loin dans la baie. Sam allait au club de voile lui aussi. Je connaissais Sam depuis l'école primaire. On avait été dans la même classe dès le CP. On jouait pas mal tous les deux, partageant une passion commune en CE2 pour les escargots. On leur construisait des cabanes et des circuits en feuilles et bâtonnets. Sam était doux et se défendait mal. J'avais dû cogner quelques imprudents qui s'étaient moqués de sa peau laiteuse, de sa tignasse orange qui prenait des reflets cuivrés dans la lumière. Heureusement pour Sam, Ronald Weasley, le meilleur ami d'Harry Potter, avait fait son apparition à l'âge où tous les gosses avaient découvert les aventures du sorcier balafré. Ça l'avait sauvé, en quelque sorte. Il cachait sa tendresse sous un humour redoutable et une capacité d'autodérision remarquable pour son âge. Moi-même, j'en étais bien incapable, anxieuse de plaire et de paraître, et surtout de faire croire que ça n'avait pas d'importance. Ce jour-là, alors que le cours était fini et que la marée descendante nous obligeait à remonter le bateau sur les remorques, Sam nous a rejoints. Les boucles de Clarence, humides et brillantes, lui couvraient la moitié du visage. Sa nuque et ses épaules, tendues par l'effort, me semblaient promises à un bel avenir, du genre à ressembler au skipper sur papier glacé qui décorait la cabane des moniteurs à l'entrée de la baie. Peut-être à cause du gilet de sauvetage qui épaississait nos carrures, comme les tenues de football américains. J'ai ouvert mon sac et on a partagé mes petits Suisses qu'on a mangés avec nos doigts salés, sablés aussi. Nos cahuètes trop grands descendaient sur nos mains et sous nos fesses. Dessous, les mailles serrées de nos pulls marins nous gardaient au chaud, même mouillés. Nos jambes nues, comme nos maillots, séchaient lentement sous la brise. Je me souviens d'avoir ri, aussi heureuse que Sam, et de la bruine qui nous a chassés de la plage. Le jour de la rentrée, on a découvert qu'on était tous les trois dans la même classe. Dès la première heure, je me suis assise à côté de Clarence, et Sam, devant nous, s'est retrouvé à côté d'Élise, qu'on ne connaissait pas encore. Ses cheveux châtains, dont les boucles serrées tire-bouchonnées en anglaise, m'ont immédiatement fascinée. Elle avait l'air en colère, un peu tout le temps,
mais c'était sa façon à elle d'affronter la nouveauté et les changements, et de ce côté-là, elle avait été servie. Élise vivait chez ses grands-parents, après des années de déménagement. Elle avait connu un paquet de villes, et sa petite enfance, elle l'avait passée en Afrique, au Mali je crois. C'est d'ailleurs là-bas que ses parents étaient repartis, la laissant chez ses grands-parents après qu'elle avait réclamé de vivre en France. Si ses parents lui manquaient, elle ne le disait jamais. Je savais qu'elle leur parlait souvent grâce à Skype, et elle entretenait avec sa mère une étrange relation faite de reproches et de déclarations d'amour lointaines. J'ai longtemps trouvé ça palpitant, parce qu'avec ma mère, j'avais une relation sans conflit, mais sans complicité. Une relation que je jugeais pâle, sans intérêt. Il me semblait que la puissance de l'amour se cachait forcément derrière l'intensité du conflit. Que les échanges tièdes avec ma mère disaient une mollesse émotionnelle, un manque de vie intérieure. « N'importe quoi! T'es à côté de la plaque !» m'a craché Élise quand j'ai essayé de lui expliquer. « Je sais pas, ma mère, c'est le royaume du vide. » J'espérais, je crois, la toucher et peut-être aussi réparer cette sensation de honte qui m'avait giflé dans son exclamation sans appel. « T'as une chance folle d'avoir ta mère avec toi. Elle a choisi de te voir grandir tous les jours. » Je n'étais pas convaincue. Même le divorce de mes parents s'était passé sans heurts, juste de la tristesse, un fatalisme sans grandeur, des larmes sans cri. J'aspirais à la passion et j'avais beaucoup de mal à accepter les arrangements, du moins je le pensais. C'est difficile, des années après, de savoir exactement ce qui nous a poussés les uns vers les autres. De quoi était faite notre unité, nos évidences? Nos familles bancales qu'on espérait tous fuir? Le besoin de fusionner? Peut-être une manière d'être plus fort face au monde? Je n'en sais rien. Mais à l'âge où les amitiés sont souvent fugaces et opportunistes, on formait un quatuor étonnant, inséparable. Et parfois, on se déclinait en duo sans que ça empiète sur l'équilibre du groupe. Comme en musique, exactement. Clarence était le chef d'orchestre incontesté. Mais c'était pas la musique, notre point d'absolu. C'était la voile, l'océan et la meilleure façon de prendre le vent. Dès qu'on avait du temps libre, on filait au club et pendant les vacances, ni mon père ni ma mère ne me voyaient beaucoup. Les équipes se sont cimentées immédiatement. Élise et Sam, Clarence et moi. Naviguer avec Clarence, c'était exceptionnel. Pas uniquement parce qu'il était doué, je l'étais aussi, mais parce que nos actions à bord étaient coordonnées et évidentes, au point de faire corps avec le dériveur. Pousser les limites du bateau ne nous faisait pas peur. Souvent, le moniteur nous engueulait gentiment, faussement effrayés, nous demandait de calmer le jeu, affirmait qu'on allait finir par chavirer. Sam et Élise étaient bons aussi, mais plus prudents. Depuis le début, j'ai su. Depuis qu'on s'était retrouvés en mer tous les deux. Clarence était lumineux, et rester près de lui m'offrait de la lumière. Qu'il décide pour nous tous que sa voix porte toujours plus que la nôtre ne me dérangeait pas à l'époque. À mes yeux, il avait plus de puissance, plus de talent, et le côtoyer me donnait toute l'importance que je n'avais encore jamais eue. Clarence, au sortir de l'enfance, avait un pouvoir dont aucun de nous n'avait conscience. Le pouvoir joyeux et trompeur de nous rendre plus beaux qu'on ne l'était, de se rendre meilleurs qu'il ne l'était. Il suffisait qu'il te regarde avec intensité, acquiesce à une de tes réflexions, se marre à une de tes vannes, et tu étais le roi du monde. Je n'étais pas la seule. Mais, persuadée d'avoir un statut à part, je rayonnais plus que tout le monde sous son amitié. Chapitre 10. Ulysse avait demandé à être attaché au mât pour écouter le chant des sirènes. Moi, c'est à la barre que je me ficelle grâce au harnais. Et j'attache Sam avec moi. En guise de musique, on a les hurlements du vent, assourdissants. Le bateau est devenu fou, il grince et se tend, semble réclamer qu'on lui fiche la paix, menace de se rompre. Par où et comment? Je n'en sais rien. Nous ne maîtrisons plus grand-chose, sauf les muscles de nos bras durcis pour tenir la barre, le cap. Rentrer est une chimère, mais s'éloigner du cœur de la tempête nous semble encore possible. On s'accroche à cet espoir alors que la nuit est là et que les éclairs déchirent le ciel, éclairant au loin des creux aussi terribles que ceux dans lesquels le bateau plonge avant de remonter, de grands canyons aux parois liquides. Je ne regarde pas Sam, collé comme moi à la barre. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir et j'aimerais que Clarence soit encore là pour nous aider. Clarence a toujours été un bon navigateur.
prenant trop de risques, mais doué et fort. Ses bras nous manquent et sa capacité à rester calme, à trouver des solutions. « Si on descendait complètement la voile !» me crie Sam. Même tout proche, le vacarme est tel que nous devons forcer la voix pour nous entendre. « C'est trop dangereux !» Décrocher nos harnais, aller jusqu'au mât et défaire les nœuds pour descendre la voile est un risque énorme. « On n'a pas le choix, le mât va pas tenir !» Le mât est d'origine en bois, contrairement à la baume qui est un alliage d'acier. Il souffre depuis le début de la tempête, pousse des grincements sonores alarmants qui donnent raison à Sam, je le sais. Sam est plus fort que moi. C'est donc à lui de tenir la barre. Seul, je n'y arriverai pas. Je détache le mousqueton de mon harnais, mais reste accroché au filin de survie. Si je tombe à l'eau, comment Sam, seul et en pleine tempête, pourrait me faire remonter ? Le filin me semble une sécurité illusoire. Sam me retient par la manche, serre mon bras. « Fais gaffe, Emma. » Je ne tente même pas de sourire, effrayée par sa solennité. Un pas, deux, et je me baisse, je choisis d'avancer à quatre pattes, évolution lente et poussive sur les surfaces humides et glissantes. La frontale glissée à mon cou, je m'approche du mât en passant près du corps de Clarence. Je le dépasse et pousse un hurlement de terreur. Je suis retenue par la cheville, comme si une main m'agrippait. Mon pied s'est pris dans le cordage. Mon cœur bat à une vitesse folle. Mes doigts s'agitent autour de ma cheville pour me libérer de la corde qui, sous la poussée du vent, serre et brûle ma peau à travers la chaussette. Mes baskets sont trempées, comme mon jean et mon visage. L'eau glisse aussi dans mon cou, mais je ne sens plus le froid. Alors que je tente de me dégager, une vague géante nous gifle, inondant le bateau. J'entends Sam crier mon nom à travers le chaos, jusqu'à comprendre qu'il ne s'agit pas de mon nom. « Le mât ! Attention au mât !» Je lève la tête lentement pour voir ployer la grand voile, happée par un mur de mer, et le mât se plier doucement jusqu'à toucher la surface à son tour, faisant gîter le bateau à la limite du naufrage. Je me cramponne au winch de toutes mes forces, tandis que mon corps glisse vers l'eau. Dans un long craquement, le mât se brise sous nos yeux. Le bois se déchire à 1 mètre de hauteur, puis est arraché et emporté par les vagues. Mes bras sont toujours serrés autour du winch, et c'est Sam qui vient me secouer. Tenir la barre n'a plus de sens. On descend dans le carré, Emma. Accrochés l'un à l'autre, accroupis, battus par la pluie, on rejoint la trappe, la porte, le sésame, qu'on ouvre tant bien que mal et par à-coups pour descendre à l'intérieur, le long de l'escalier en bois, jusqu'au carré où Victor et Élise nous accueillent, livides. Nous tremblons si fort que même enlever nos cirés est une épreuve. Nos doigts s'en mêlent, se trompent de boutons, gelés. « Attends !» me souffle Victor. « Je t'aide. » Et nous nous laissons faire, accrochés aux éléments fixes pour ne pas tomber, secoués ici aussi. Nous tremblons, le bateau tremble. Un verre de taliscar arrive dans nos mains et nos regards se croisent en même temps que nous avalons cul sec la rasade. De toute façon, on ne peut pas poser nos verres, ils valseraient instantanément à travers le carré. Victor et Élise ont ligoté tout ce qui pouvait l'être dans la pièce commune. Bouteilles, vaisselle, livres, objets de bord, tout est attaché ou confiné dans des placards aux portes solidement fermées. « On va attendre que ça se calme », chuchote Sam. Élise le prend soudain dans ses bras, fourre son visage dans son cou, en ressort les yeux brillants, les dents serrées. Dehors, le tonnerre gronde et explose en éclairs assourdissants. Nos lampes grésillent et s'éteignent. Plus d'électricité. Le générateur vient de mourir. La cabine est illuminée par la foudre qui frappe le sommet des vagues, une lumière blanche qui nous donne des gueules de fantômes. J'espère que les hublots vont tenir le choc sous l'afflux des vagues. Victor me resserre un verre. Il se reprend à plusieurs fois et en renverse à côté, tellement le mouvement des vagues bouscule le voilier. Je claque des dents. Il passe son bras autour de moi, frotte mes épaules dans une vaine tentative de me réchauffer. Il fait bon dans la cabine. Le froid vient de l'intérieur. J'ai l'impression que mes os sont glacés. Chapitre 12. Certains adultes trouvaient ça dangereux de nous laisser partir en voilier une semaine. Il a fallu plaider, rappeler que nous avions tous 17 ans révolus, et que Victor venait de fêter ses 18. Lui, qui avait redoublé la 4e, était majeur et responsable. Nous étions d'excellents navigateurs. On ne peut pas dire que Victor se réjouissait à l'idée d'une semaine en mer. C'est non.
Je vous attendrai ici, tranquille. Déconne pas, ça va être génial, insistait Sam, qui s'entendait de mieux en mieux avec lui. Génial? Tu parles? Se prendre des seaux d'eau dans la figure? Et puis cette histoire de car? Clarence s'en est mêlé, toujours moqueur. C'est sûr que c'est pas le petit confort comme à la maison, hein? Faut mouiller sa chemise. Victor ne manquait pas de courage, mais il connaissait ses limites. La marée n'était pas une alliée, les coefficients étaient du chinois pour lui. Il n'avait pas grandi comme nous au bord de l'océan, se méfiait de sa puissance, de ses humeurs, du vent qui, pour nous, était promesse de vitesse. Clarence tentait toujours de réduire la prudence de Victor et ses goûts à une petitesse de vue, un manque d'audace ou de vaillance. On s'en rendait compte et ça nous mettait mal à l'aise. Du moins, je crois que ce ressenti était partagé. Sam regardait ailleurs, le visage crispé, et Lise fronçait les sourcils. Victor était le révélateur d'un aspect de Clarence qu'on aurait préféré ne pas connaître. Et puis le mal de mer, a ajouté Victor, faisant comme s'il n'avait pas entendu la pique de Clarence. On a des cachets pour ça, et ça passe au bout d'un moment, j'ai dit pour le rassurer. Il m'a souri, reconnaissant. J'aime penser qu'il était vraiment tenté, qu'il en avait vraiment envie, au bout du compte, que ce n'est pas notre insistance pénible qui a eu raison de ses résistances. Tu vas voir, ça va être génial. C'est magique de naviguer en pleine mer. Et la nuit, les étoiles, la liberté. Si ça se trouve, on verra des dauphins et des requins, a ajouté Clarence, perfide. Des requins? S'est étonné Victor. En Bretagne? T'as pas entendu l'histoire de la meuf qui est descendue en plongée sur une épave? On a tous frissonné. C'était pas en Bretagne, s'est écriée Élise. T'abuses, Clarence, c'était à la Réunion. Celle-là, peut-être. Mais il y a aussi la meuf qui s'est fait attaquer vers New York, et c'était une zone où d'habitude, il n'y en a pas. Avec le réchauffement climatique, les requins, ils migrent. Il nous a regardés d'un air sérieux, évaluant sa crédibilité sur nos visages plus ou moins inquiets. Pour être honnête, ces histoires d'attaques de requins ne nous ont jamais fait reculer. On aimait bien de s'imaginer des choses, des risques fous. Au fond, c'était comme les légendes flippantes qui alimentent peur et désir à la fois. Victor a éclaté de rire. Ça lui allait bien, le rire. Le rire révélait des fossettes enfantines dans son visage pourtant anguleux et faisait briller ses yeux. Génial! Ça donne super envie, vos histoires. Maintenant, je suis bien rassurée. L'écoute pas, Victor. Même si on en voit, on va pas aller se baigner avec eux, hein? Et puis, dans le coin, c'est surtout des pointes noires. En revanche, toi qui aimes la photo, tu vas être servi. Des lumières de ouf, des nuances de bleu, de gris, de vert. Élise l'attrapait par le bon bout. Je l'ai compris tout de suite et j'ai enchaîné sur la même partition. Mais oui, et puis tu pourras même nous prendre en photo à la manœuvre. Ça fera des souvenirs dingues. L'idée du reportage et l'évocation des lumières faisaient leur effet et leur chemin. On avait tapé juste. Ça peut être pas mal. Il a finalement lâché. Le regard flou, il se mordillait la lèvre. Il a plongé la main dans sa poche. On a deviné qu'il attrapait son appareil, comme pour palper la réalité du projet. « Alors tu viens ?» a insisté Sam, joyeux. Le céladon, on l'avait déjà pris pour des sorties à la journée. On le connaissait bien, et jamais les grands-parents d'Élise n'avaient eu à se plaindre de quoi que ce soit. On était méticuleux jusque dans la façon de rouler les voiles sans plis, attentifs à laisser le carré propre et rangé, la nourrice du moteur rechargée, à ne pas emberlificoter les drisses le long du mât. Un équipage au poil, des promesses de prudence plein les sourires. Dès que les grands-parents ont cédé, tous les autres ont suivi. Ma mère, mon père, les parents de Sam. Le père de Clarence a toujours laissé son fils faire ses choix, alors il n'a même pas eu besoin de batailler. Et la mère de Victor, heureuse de le voir s'intégrer à un groupe d'amis, a carrément insisté pour qu'il vienne avec nous. On s'est occupé de tout. Les courses pour la semaine, les stocks d'eau potable, les cartes. Ah, et puis avec les cartes, l'itinéraire, parce qu'il nous fallait un but, un point au bout de la route, qui impliquait un aller et un retour. Ce but était essentiel. Transformait une balade en épopée. On s'était vite mis d'accord. Ce serait l'Irlande. Les parents auraient préféré l'Angleterre, plus proche, mais sur une semaine, on avait le temps de la contourner et de filer jusqu'à Kilmore Quay, Kinsale ou Ardmore. Ou Cork, le plus gros port de la côte, auquel accostaient les conteneurs et les ferries. Pourquoi pas? On se faisait rêver avec le nom des villes, qu'on égrenait comme des mots magiques. L'Irlande? S'est émerveillé Victor, enfin. Je viens. Le jour du départ,
Seuls les grands-parents d'Élise, la mère de Victor et mon père étaient là. Les autres bossaient depuis tôt le matin. Ma mère m'avait appelée la veille, pleine de recommandations. Sa voix tremblait d'inquiétude, mais je crois que j'avais réussi à la rassurer. Mon père me regardait avec une sorte de nostalgie. Partir sur un voilier n'a rien à voir avec un départ de pêche, mais il y a, dans les deux cas, cette émotion de quitter la terre, cette aventure toujours renouvelée du large. Je sais qu'il y pensait. Peut-être que ça lui manquait, depuis qu'il était au chômage. Je ne lui avais jamais demandé. Les adultes nous observaient à la manœuvre avec beaucoup d'attention. Nous avons d'abord fait comme s'il n'était pas là, investis d'une fierté contagieuse à prendre le large. Je me souviens de mon excitation, une boule au ventre qui irradiait dans tout mon corps, me donnant une énergie folle. En revanche, je ne me souviens pas de l'état d'esprit de Victor ce matin-là. Il était aussi excité que nous, je crois. La côte irlandaise, ses brumes et sa Guinness avaient bien pesé dans la balance. J'aime à croire que notre enthousiasme avait grignoté ses inquiétudes et qu'il entrait dans l'aventure avec autant de joie que nous. Quand le Céladon s'est éloigné du quai, son Zodiac en laisse derrière lui, nous avons salué, bras levés, les adultes qui nous regardaient partir. Le grand-père d'Élise a passé un bras autour de la taille de sa femme et j'ai vu Élise sourire, fière de leur regard. Au grand geste d'au revoir un peu excessif de la mère de Victor, nous avons tous répondu, sauf Clarence, élu capitaine par évidence, sans interrogation ni vote. Lui s'est contenté d'un mouvement de la tête et d'un sourire tordu. Personne n'a crié. Nous avons effectué la manœuvre de sortie du port sans le moindre heurt, consciencieux et concentrés avant de doubler le phare à la sortie de la passe. Là, les vagues étaient déjà plus vives. Le vent a gonflé nos voiles et nous avons exulté en hurlements sauvages. Même Victor semblait joyeux. Le Céladon dansait, filait, tranchait l'eau comme un couteau aiguisé dans le ventre d'un poisson. Si plein de notre arrivée triomphale prévue en terre d'Irlande, je dois avouer que nous pensions peu au retour et au vent contraire. Notre amitié n'avait jamais été aussi vivace. On s'échangeait des regards intenses avant de reporter nos vues sur l'horizon liquide, repu de cette gratitude particulière envers la vie qu'il nous aurait été difficile de nommer. On était heureux, je crois. On était heureux, je crois. Ouais, super, bravo. Bravo, bravo, bravo. Félicitations. Ah, c'est super. C'est super. On est heureux, je crois. Hein, on est heureux. Eh ben alors, quelle traversée là, dis donc. Ouais. Lucie, j'ai beaucoup aimé cet atelier parce que tout d'abord j'aime bien la lecture et puis le théâtre et je trouvais que la lecture à voix haute c'était un bon mélange entre la lecture et le théâtre pour vivre le texte et rendre la lecture plus intéressante. Ça rend la lecture plus vivante, plus accessible aussi. C'est vrai qu'au début il faut prendre le rythme parce qu'on est très concentré donc ça peut être éprouvant, un peu fatigant mais après on prend le rythme et on adore. Enfin, moi j'adore, en tout cas j'ai beaucoup aimé de travailler avec toi Charlie, c'était vraiment super. Moi j'ai bien aimé Saona. C'est vrai qu'au début c'est peut-être un peu dur parce que on n'est pas habitué à lire autant. Même moi quand je lisais avant j'étais pas habituée à mettre l'intonation et tout. Mais à force on s'habitue et c'est de plus en plus simple. Et du coup je dirais que maintenant même ça peut nous permettre de lire plus facilement et de mieux comprendre les textes. Et puis moi, personnellement, je trouve que Nicolas, cet atelier était très intéressant parce que déjà, il est très ludique, il se fait en plusieurs parties, du coup, ça dure dans le temps. Et en plus, on a un projet final, du coup, ça nous donne un peu de l'adrénaline parce qu'on se dit qu'à la fin, on va produire quelque chose, que ça va être retransmis, etc. Mais en fait, on vit tellement le texte à fond que c'est comme si on vivait l'action des personnages et ça a besoin de beaucoup de concentration pour lire les mots, à la fois lire et puis mettre le ton. C'est ça qui demande plutôt pour moi de la concentration. Et en plus, je trouve que finalement, cette histoire, elle a l'air vraiment intéressante. Et du coup, quand on lit, on se dit on pense que les gens, ils auront peut-être envie de lire aussi le livre, découvrir l'auteur, tout ça, et c'est vraiment intéressant. Déjà, l'histoire, elle est assez percutante. Et si on rentre dans la peau des personnages et qu'on fait comme si on la vit, on arrive plus facilement à mettre le ton et tout parce qu'on s'imagine un peu vivre la même scène. Et ça aide plus facilement à mettre les intonations et tout. On imagine un peu en fait le personnage et
un peu avec sa personnalité, et on se dit que sa personnalité, elle rentre un peu dans notre corps, et donc ensuite pouvoir faire des répliques comme dans une vraie histoire, comme si ça existait vraiment en fait. On est transporté dans le... On fait le voyage avec eux. Et on n'est plus du tout dans cette atmosphère de l'hôpital. On s'éclatait à vivre le texte, enfin à le vivre à fond. Et ouais, c'était des petites parenthèses sympas. Puis c'est une idée très originale qui change un peu des ateliers manuels. Ça change. Ça m'a permis aussi d'aimer le livre, de encore plus apprécier les livres. C'est comme si on n'était pas à l'hôpital. Enfin là, d'être dans cette salle, j'ai l'impression qu'on est dans une salle qui, par exemple, on ouvre la porte, c'est la rue, etc., tout ça. Enfin, vraiment dans une salle à part. Et du coup, c'est vrai que ça nous fait vraiment voyager, et plus vraiment, du coup, on se sent vraiment, un peu comme chez soi, et c'est vraiment très agréable. Quand moi je lisais, je me disais pas que j'étais en train de lire à l'hôpital, parce que ça se voit pas forcément. Les personnes qui vont écouter, je pense, elles vont pas forcément se dire qu'on l'a fait à l'hôpital. Et aussi, c'est comme si c'était un peu un sport qu'on avait une fois dans la semaine, et du coup c'était un rendez-vous qu'on faisait tous ensemble, et du coup au final c'est comme si on sortait de chez nous et qu'on allait se réunir quelque part pour lire ensemble. Avec la bouche, on va commencer à faire comme ça un petit peu là. L'épisode que vous avez écouté a été réalisé par des patients et personnels de l'unité de médecine de l'adolescent à l'hôpital Ambroise Paré, situé à Boulogne-Billancourt, et accompagné par Charlie Breton. Je vais rajouter un 10 kilos.